Bonsoir à tous. Je vais remercier d'abord le Polo de Genève de m'avoir invité ici, dans cette magnifique salle, avec des très jolies vues d'ailleurs aussi. Je veux dire que d'ailleurs à Paris, on est un peu jaloux de ce que vous faites ici au Pôle au Genève, de la façon dont vous avez réussi à structurer, je trouve, de façon tout à fait pertinente, des chercheurs, des instituts et tout ça qui donne beaucoup de résultats. Et je ne cache pas d'ailleurs qu'on va peut-être essayer de faire un peu quelque chose de pareil à Paris. Juste un petit point dans la présentation. Donc moi, je fais partie du réseau, effectivement, ex-réseau P10, et qui est ouvert à vraiment tous les chercheurs en sciences sociales sur l'eau qui veulent y participer. Et comme je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, alors je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais on va organiser les 3e doctorales de l'eau aussi en sciences sociales. Donc pour ceux qui sont doctorants, eh bien aussi ça peut les intéresser et d'aller assez rapidement participer à ces doctorales qui auront lieu en décembre 2017 et dont on va ouvrir bientôt l'appel à la communication. Voilà. Donc j'arrête là ici pour les publicités. Et donc pour cette présentation, alors voilà, ça marche parfaitement. Donc, que j'ai intitulé « L'accès à l'eau en Afrique, quelle réalité se cache derrière les statistiques ?» Alors, c'est un peu vaste pour 12 minutes, mais je vais la fonder sur une idée vraiment assez simple, dans ce temps très restreint. C'est qu'évidemment, l'accès à l'eau et les statistiques d'accès à l'eau montrent beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elles sont utilisées pour fixer des objectifs. On connaît les objectifs du développement durable, les objectifs, ceux qui ont été les objectifs du millénaire, et qu'elles guident les politiques publiques. Mais ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que ce qu'elles cachent est encore plus intéressant et que porter l'attention à ce qui n'est justement pas montré par ces statistiques d'accès à l'eau pourrait sans doute réorienter ces politiques de l'eau et les rendre plus adaptées aux situations locales. Alors, pour développer ces idées, je vais très simplement me fonder sur les résultats d'un récent colloque qu'on a organisé à Nanterre, qui a été justement intitulé « L'accès à l'eau en Afrique vers de nouveaux paradigmes », justement pour voir comment on pouvait un peu bouger le focus, disons, sur les problématiques d'accès à l'eau. Et puis également un programme de recherche sur Khartoum. Vous verrez que la plupart des programmes franco-allemands auxquels j'ai participé sur Khartoum, vous verrez que la plupart des exemples viennent soit d'Afrique du Sud, soit essentiellement de Khartoum. Alors, ma présentation là va être très simple. Je vais très rapidement voir sur quoi ce qu'elles montrent, ces statistiques, puis voir les limites. Et puis enfin, je verrai, je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante pour vous, justement comment on peut réorienter en portant le regard en dehors de statistiques. Alors, ce qu'elles montrent, bon, c'est vraiment clair. Là, vous voyez une carte très simple du non-accès à l'eau, le retard manifeste de l'Afrique. Je ne vais pas revenir très longuement sur ces cartes. Une des utilités de ces cartes, des statistiques, c'est qu'elles permettent de faire des très jolies cartes avec des très jolies couleurs de divers types. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien, qui sont tirées de l'Atlas mondial de l'eau. Elles montrent aussi, quand on fait ces statistiques d'accès à l'eau, le lien clair entre niveau de développement et retard dans l'accès à l'eau. Elle montre également ce que vous voyez ici rapidement, donc la différence entre l'urbain qui est relativement, où l'accès à l'eau est relativement bien, enfin en tout cas mieux assuré, et puis le rural avec un retard massif dans l'Afrique rurale. Elle montre également, si on regarde encore ces deux cartes assez simples, ici, le retard encore plus massif dans l'assainissement, puisqu'il faut toujours prendre en compte l'assainissement, comment on se débarrasse de l'eau, sinon donner accès à l'eau sans donner accès à l'assainissement, ça ne sert absolument à rien, et ça peut même aggraver les problèmes sanitaires. Et donc on voit encore le retard massif de l'assainissement, la situation catastrophique de l'assainissement. Elles permettent aussi, ces statistiques évidemment, de comparer les pays les uns avec les autres. Ici, vous avez les objectifs du millénaire, et vous voyez qu'en rouge, c'est les objectifs, les pays qui ne peuvent pas atteindre ces objectifs. Et on voit assez bien que les pays africains, que ce soit pour l'accès à l'eau ou pour l'assainissement, accusent un retard massif et sont très loin derrière ces objectifs, très loin derrière d'autres pays, notamment d'Amérique latine. Alors, effectivement, ces données statistiques, vous voyez qu'elles permettent donc de faire des cartographies, de faire des comparaisons, de donner des objectifs chiffrés et mesurables. On va le retrouver dans encore les objectifs du millénaire pour 2030. Donc ça, c'est un point
non négligeables, et elles servent évidemment de base pour les politiques de l'eau. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans les entretiens qu'on a pu faire, non seulement avec Khartoum, avec le gouvernement de l'État de Khartoum, enfin de la ville de Khartoum pour aller vite, mais en Afrique du Sud, on voit bien que très généralement, eh bien, la gouvernance finalement est faite pour réaliser ces objectifs. C'est un pilotage finalement par l'objectif, le plus souvent. Et donc souvent, hein, pour Khartoum par exemple, eh bien, le but c'était d'arriver en 2010 à effectivement diviser par 2 les personnes qui ont accès à l'eau. Hein, et l'accès à l'eau étant défini de façon assez précise, comme avoir accès à au moins 25 litres et par jour à moins de 200 mètres ou un quart d'heure de son domicile, en gros. Alors, ce que je veux montrer là maintenant, c'est qu'effectivement, il y a ces statistiques, mais qu'effectivement, elles donnent une première vision, mais que ce qu'elles cachent, finalement, est encore plus important. Alors, ce qu'elles cachent, eh bien, simplement, cette définition, on va dire onusienne, ou qui est utilisée aussi par l'OMS, des statistiques d'accès à l'eau, je vous ai dit, c'est 25 litres par personne et par jour. Sur cette photo que vous voyez ici, ces personnes qui sont là ont considérées comme ayant accès à l'eau, hein, puisqu'elles sont à moins de 25 mètres de leur domicile. Il y a bien 25 litres, vous pouvez me croire sur parole, on voit le robinet ici, hein, et donc elles ont bien accès à l'eau. En parenthèse, elles ont aussi compté comme accès à l'assainissement, puisque là, il y a des toilettes améliorées, donc c'est accès à l'eau à l'assainissement. Elles sont comptées très exactement comme ici aussi, c'est une photo qui est prise à Khartoum, où vous voyez qu'il y a un petit robinet qui est juste ici, un accès, ça fait à peu près 25 litres par personne et par jour, et en fait, les bâtiments sont derrière, hein, et donc elles ont aussi accès à l'eau. Au même titre, finalement, que cette villa ici, que vous voyez, qui est dans les quartiers chics de Johannesburg, hein, ça aussi, c'est un grand mélange où, effectivement, bah pareil, hein, il y a bien 25 litres par personne et par jour, à moins de 200 mètres du domicile, ici aussi. Donc, on a un accès à l'eau. Donc, un premier biais, c'est que ça mélange des situations qui sont extrêmement différenciées, et donc, elle masque, évidemment, cette grande différenciation. Elle masque aussi, alors c'est mon deuxième point, effectivement, ici, les diversités du système d'accès. Ici, ça vient de ce qu'on avait vu à Khartoum, hein, de l'accès de la ressource jusqu'au consommateur final. Et en fait, l'accès à l'eau recouvre une très grande diversité de modes d'accès à l'eau. Alors, je ne vais pas revenir en détail ici, hein, mais c'est pour vous montrer que quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, on voit qu'il y a vraiment une extrême diversité, que ça peut passer par tout un tas de systèmes, hein, qui peut aller du réseau, effectivement, du réseau formel accordé au Nil, à des puits, des micro-réseaux, jusqu'à un transport à dos d'âne, jusqu'à la personne. Mais là aussi, hein, si vous regardez à Khartoum, de ici à là, tous les gens vont être considérés comme ayant accès à l'eau, alors qu'il y a une énorme diversité en dessous. Et évidemment, dans une grande métropole, il y a également une énorme diversité, cette fois-ci à l'intérieur de chaque quartier. Hein. Là aussi, on a cartographié des questions de pression. Donc, selon la pression, on a une différence d'accès à l'eau extrêmement marquée, même si encore statistiquement, ça ne se voit pas. Ensuite, si on rezoome, hein, là je vais descendre par échelle, on voit qu'à l'intérieur même des quartiers, selon la façon dont les gens ont manipulé en fait leur accès, c'est-à-dire ils ont mis un réservoir, ils ont mis une pompe, ils ont mis d'autres systèmes, eh bien on va avoir des accès à l'eau qui vont être extrêmement différenciés. Là encore, ça ne va pas se voir. Et on a encore la même chose ici au niveau de l'assainissement, où il y a une extrême différenciation des modes d'accès à l'eau. Là-dessus, hein, nous, on a fait des études pour savoir exactement comment les gens faisaient, et on se rend compte que selon que c'est l'eau de cuisine, l'eau des toilettes, l'eau qui est utilisée pour laver la cour, ils vont s'en débarrasser différemment. Donc l'idée, hein, on pourrait continuer sans arrêt, mais l'idée, c'est que eh bien, derrière ces statistiques, il y a une énorme diversité. Et une autre idée qui est importante, et c'est là-dessus que je veux venir, c'est que finalement, elles ne rendent que très partiellement compte de ce qui se passe sur le terrain. Et alors, pour revenir à ce point-là, on a eu un problème à Khartoum, c'est que en étudiant les statistiques justement d'accès à l'eau, et c'est le problème que se posait la Khartoum State Water Corporation, il y a une amélioration. Entre 2000 et 2010, il y a eu un énorme effort d'apporter l'eau, hein, d'étendre les réseaux. Et donc, finalement, la proportion de gens qui avaient accès à l'eau est passée de 50 à 80%. Donc, une amélioration énorme. Et pourtant, alors on pourrait se dire, bon, bah, tout le monde est content, c'est parfait, la statistique augmente. Et pourtant, c'est au moment où la situation était statistiquement la meilleure qu'il y a eu ce qui s'est passé en 2013, 2014 et 2015, des émeutes liées à l'eau. Et c'est un peu ça qu'on voulait essayer de comprendre. C'est-à-dire que justement, vous voyez que statistiquement, la Khartoum State montrait des très bons résultats. Ils avaient utilisé en fait l'argent du pétrole
pour améliorer leur accès à l'eau, pour tirer les réseaux, pour créer des nouvelles stations d'épuration, créer des nouvelles stations de pompage, donc tout allait bien. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les pires révoltes et les pires rébellions des gens qui se sont plaints du côté de l'eau. Alors que dans les années 90, c'était une situation catastrophique, eh bien là, personne ne se révoltait. Donc la question, c'était justement de se poser, eh bien justement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces statistiques? Qu'est-ce qui fait que la statistique s'améliore et qu'il y a en fait des révoltes? Et là, on a utilisé, ça sera mon troisième point, la question d'un outil statistique, un outil théorique qui était celui du site Ilo Social, un outil qui a été proposé par Jamie Linton, Jessica Buds, sur lequel je ne vais pas revenir, là, le temps étant très court, je ne peux pas revenir très en détail dessous. Mais, comment dire, l'idée générale, c'est que l'eau est profondément enchâssée dans la société, dans la fabrique sociale, et que, en fait, ce qui est important de considérer, ce n'est pas tellement le cycle hydrologique, que ça on arrive assez bien à comprendre, ce n'est pas tellement même le cycle technique de l'eau, le petit cycle technique de l'eau, avec ses pompes et ses réseaux, mais c'est le cycle hydrosocial ou les réseaux hydrosociaux, c'est-à-dire la façon dont l'eau est enchâssée dans la société. Alors comment, rapidement aussi, là je vais aller très très vite, si vous avez des questions pour aller plus en détail, comment ça se manifeste par exemple ce cycle hydrosocial? Par exemple à Khartoum, ce que vous avez devant les bâtiments, souvent, c'est ces jarres ici, ces zirs ou sabiles qui stockent de l'eau, et qui sont donnés gratuitement à toute personne qui passe. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir ici de l'eau, boire cette eau, qui est en plus assez fraîche. Alors, pour les Européens, il ne faut surtout pas le faire parce que ça ne va pas du tout, mais vous tombez malade assez vite. Mais en gros, pour les gens qui sont un peu habitués à cet type de loi-là, ça peut aller assez bien. Deuxièmement, ce cycle hydrosocial, il y avait aussi à l'intérieur, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faut pas uniquement rester en superficie sur des statistiques, mais on pouvait aller étudier ce qui se passait derrière la porte des maisons. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a un accès à l'eau, mais que du robinet à la consommation finale, il y avait tout un système, pour ainsi dire, de culturalisation de l'eau, et que finalement, il y avait une différence que les gens, dans leur emploi d'eau, faisaient une grande différence entre l'eau qui était, alors je l'ai mis en anglais, mais c'est un thème qui vient de Lévi-Strauss, en fait, bonne à penser et bonne à boire. Et ce n'était pas exactement la même chose. Par exemple, l'eau qui sortait du robinet, elle sent la javel. Bon, des fois, elle est trop chaude. Donc, en fait, il n'arrive pas, le goût n'est pas bon non plus. Donc, il faut la stocker, il faut la refroidir. Et donc, elle passe par tout un tas de systèmes où, évidemment, la qualité change également. C'était ça qui nous intéressait. Mais il y avait vraiment une appropriation, pour ainsi dire, culturelle de l'eau. Et les gens préféraient d'ailleurs boire aussi, il y avait de l'eau qui vient de la mosquée, par exemple, à Khartoum. Eh bien, cette eau de la mosquée, ils voulaient l'utiliser, eux, et elle paraissait de meilleure qualité. Elle était bonne à penser, finalement, même si la qualité macrobiologique n'était pas très, très bonne. Mais vous voyez qu'il y a un enchâssement, c'est pour vous donner un exemple de l'enchâssement de l'eau dans la fabrique sociale. Troisième chose, par exemple, c'était aussi la manifestation massive du don d'eau. Vous avez vu ce don d'eau, là, ces choses disposition à l'entrée, mais aussi il y a tout un système où les gens tirent, par exemple, des tuyaux entre une maison et une autre, et tout un système de dons entre voisins, mais entre voisins également qui ne se connaissent pas. Et là aussi, je vais aller assez vite. Vous voyez que l'eau passe, on peut faire une biographie d'une goutte d'eau, elle passe du marchand au gratuit, elle peut être remarchandisée à la suite. Et donc, il y a également tout un réseau ou un cycle hydrosocial qui est encore plus important et qui permet de donner accès à l'eau à des gens qui, en fait, peuvent en être officiellement aussi également privés. Et ça revient d'ailleurs à la question que vous posez, c'est-à-dire pourquoi, en fait, il y a des crises de l'eau, alors que finalement, les gens tirent les réseaux et que le réseau progresse. Eh bien, parce qu'en fait, ce réseau, et je vais terminer là-dessus, eh bien, on s'est rendu compte que ce qu'il avait cassé, c'était justement toutes ces socialisations qu'il y avait autour de l'eau. Et que finalement, le fait que le réseau technique avançait, eh bien, paradoxalement, il avait cassé certaines solidarités qui existaient, que les gens n'avaient plus accès à ces solidarités puisque justement on avait brisé en mettant des compteurs d'eau, etc. Et que donc c'est ça qui provoquait, alors que l'accès à l'eau augmentait, eh bien, ces révoltes qui ne portaient pas tellement sur le cycle de l'eau lui-même, mais sur les cycles hydrosociaux. Alors, je vais terminer par une conclusion sur ce que je voulais rassembler un peu, les deux idées que je voulais vous faire passer.
Bon, la première, effectivement, c'est que les statistiques sont utiles pour mobiliser notamment les politiques publiques. On voit bien que finalement, c'est là-dessus que ça va se fonder et que les politiques sont les politiques au sens large sont très sensibles à cette idée de je vais arriver, j'investis pour arriver à mon objectif, les OMD. Donc là, il y a effectivement un point important, mais que l'important, c'est d'examiner les cycles hydrosociaux et que ces cycles hydrosociaux nous permettent d'avoir un peu 3 choses qui permettent de un peu probablement bouger un petit peu les politiques de l'eau. La première, c'est la diversité des solutions. Et on voit que si on étudie ce cycle hydrosocial extrêmement complexe, eh bien, il va falloir adopter des politiques d'accès, d'amélioration qui vont être aussi vues à une échelle extrêmement fine. Donc ça, c'est la première chose. Donc la diversité. La deuxième chose, c'est la progressivité. Et que, effectivement, si on va trop vite, on va casser tous ces réseaux hydrosociaux et que finalement, on va avoir des révoltes de l'eau alors qu'on a l'impression d'améliorer les situations. Et la troisième chose qui est aussi importante, c'est qu'on se rend compte que, évidemment, ça c'est souvent un angle mort dans les politiques modernes de l'eau, c'est qu'il y a une très grande forme de solidarité dans l'accès à l'eau. Et là, on le voit parfaitement à Khartoum, dans l'exemple de Khartoum, avec les questions du don d'eau. Il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur cette question-là. C'est très, très complexe, mais qu'effectivement, avec les diversité, progressivité et solidarité, permettent effectivement d'aller au-delà des statistiques et de traiter les problèmes qu'elles ne voient pas. Je vous remercie pour votre attention.